est plus importante que les moyens que nous mobilisons pour atteindre cette finalité. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et puis, je veux juste dire une dernière chose. Il y a, et là, bon, si vous permettez de changer de sujet, il y a Alain Foucault qui vient de sortir une vidéo et qui parle de panafricanisme, qui veut organiser une conférence sur le panafricanisme au Togo au mois de juin. Je vais lancer un appel à tous les Togolais de dénoncer Alain Foucault. Les Togolais se battent contre un régime de 62 ans. Un régime qui tue, qui blesse, qui envoie les Togolais en prison ou à l'exil. Alain Foucault ne peut pas, malgré son talent, ne peut pas faire semblant de nous parler du panafricanisme, de la souveraineté et oublier la souffrance du peuple togolais jusqu'à aller devenir conseiller de Faure Gnassingbé et conseiller Faure Gnassingbé de nous imposer une 5e république et nous parler de panafricanisme. Donc il faudrait que chaque Togolais se mobilise et dise à Alain Foucault, ton panafricanisme va le faire au Cameroun, va changer Biya, et c'est pas au Togo que tu dois nous mettre cette affaire-là, parce que c'est du mensonge. C'est de l'arnaque. La dernière fois que Mansa s'est réuni, c'est à l'hôtel 10 février. C'est alors que les Togolais, comment on l'appelle, Foucault n'a jamais parlé de la souffrance des prisonniers togolais. Il n'a jamais parlé de la vie chère. Il est venu faire une conférence à Lomé avec les femmes ministres pour dire comment les femmes togolaises sont, en tout cas ces ministres-là sont très distingués, etc., etc. On lui a envoyé une communication de parler de la vie chère, de la vraie réalité des femmes togolaises. Il n'a pas dit un seul mot. Et donc, c'est quelqu'un qui se moque de nous, qui vient s'appuyer sur la souffrance des Togolais, qui vient appuyer Faure Gnassingbé pour nous tuer. Et donc, à Alain Foucault, il faudrait qu'on soit vent debout contre lui. Les Togolais ne veulent pas de cette 5e république. Mansa, c'est de l'arnaque. Il ne peut pas passer une trentaine d'années à RFI, une radio de la France-Afrique, et sortir de là et veut utiliser le réel problème du panafricanisme pour pouvoir enfumer les Togolais. Le gouvernement, le Togo ou les autorités togolaises n'ont jamais posé un seul acte panafricain. On parle du franc CFA. Alors donc, il va falloir que tous les Togolais lèvent le bouclier, en live sur Alain Foucault, sur son entreprise d'escroquerie, sur son mépris à la souffrance des Togolais, sur l'imposition justement de cette 5e république aux Togolais, parce qu'il parle de changement de gouvernement, changement de gouvernance, et c'est la gouvernance qu'il nous propose. Donc les Togolais disent non, parce que panafricanisme, on y voit Togo Vioroto, on en prison, et on a maintenu America un régime pendant 38 ans du père, 20 ans du fils, et maintenant on change en une monarchie. C'est pas ça que les Togolais veulent ou les Africains du Togo veulent. Donc c'est très très important qu'on lève ensemble nos boucliers contre Alain Foucault, contre son entreprise d'escroquerie, n'est-ce pas, et contre aussi ce bluff politique sur le panafricanisme. Alors il dit des choses qui d'emblée peuvent séduire, mais quand on creuse, on se rend compte que c'est l'arnaque complète, c'est de l'escroquerie intellectuelle. Sur les vrais sujets, le Togo est l'exemple, le prototype même de la France-Afrique, c'est-à-dire de le fait que une puissance coloniale, par le système de l'impérialisme, a détruit
une nation, a détruit l'avenir d'une nation. Le premier président, Sylvanus Olympio, a été assassiné par la mère de la France. Et son corps est toujours enterré dans un pays étranger, le Bénin. Sur ce point, la lutte que les gens de l'AES font aujourd'hui, cette lutte a été initiée 60 ans déjà. Sylvanus a été contre le franc CFA. Il a été contre les bases militaires. Et c'est l'une des raisons pourquoi il a été assassiné. Aujourd'hui, le régime de Faure Gnassingbé ne parle pas du franc CFA. On ne parle pas des bases militaires. C'est-à-dire les signes visibles de cette France-Afrique, de cette néocolonialité qui a distribué, qui a tué les nationalistes, qui a distribué les indépendances à ceux aux vassaux qui ont préféré faire des pays africains des coups arrière de l'impérialisme et du néocolonialisme. Et donc, comment aujourd'hui on peut parler du panafricanisme sans que le cas togolais ne soit pas un casus belli, sans qu'on ne règle le cas togolais, puisque le premier président africain tué, c'est au Togo qu'on l'a initié. Et donc, à ce monsieur-là, il est en train, intellectuellement, il est en train de jeter la poudre aux yeux des Togolais. Et puis, dernière chose, à Nyanyabé Nobé, le panafricanisme, c'est l'humanisme fondamental. C'est-à-dire que la dignité des Africains et des Africaines. Le panafricanisme est né de la révolte des Africains contre la prédation qu'on leur a imposée, qui a amené l'esclavage qui a duré 400 ans. Et c'est pourquoi les gens se sont révoltés. Et c'est la raison pour laquelle le panafricanisme est né dans les Caraïbes, est né dans la diaspora. Et le panafricanisme veut rétablir la dignité des Africains, le retour des Africains sur leur continent. Le panafricanisme, au matin où alors notre traité africain bara, il y a un panafricanisme le côté sans régler le problème de fond, c'est la poudre aux yeux. Vous savez, on parle de la prison civile de Lomé. Cette prison-là, je crois que c'est Mohamed qui l'a dit tout à l'heure. Il y a une prison, avec grand ça là, c'est peint en noir. Au fait des flèches, c'est vite tout cuire dit. Pourquoi? C'est tout simplement pour préparer les esclaves à la traversée. C'est comme les codona prisonniers, on est comme dans les cales des bateaux. La prison civile de Lomé que vous voyez là. Et les normal, 60 ans après l'indépendance, ils ont rasé prison, ils ont gardé, ils ont traité, ils ont tenu en ovio, comme si c'était des esclaves. Et donc, la prison civile de Lomé, tu n'as pas de l'espace pour se coucher sur le ventre. Tu n'as pas de l'espace pour se coucher sur le dos. Yo, si tu te couches sur le dos, tu prends trop d'espace. Si tu couches sur le ventre, donc tu dois te coucher sur le côté. Tu dois te coucher sur le côté, sur le flanc. Et donc, après, il faut là notre gli. Après, là, notre mais vous il faut là notre tanon. Et chambé, et là, notre gli. Et donc, on a dominé ces sardines. Et vous imaginez, et il y a le toilette moulot. On met un seau pour l'urine et un seau pour les caca. Mais le seau du caca, on m'a dit avant 2 h du matin. Et tu ne dois même pas prononcer que c'est. On a bien aussi, il y a d'autres prisons le premier jour, on te dit, comment on appelle ça? Quand tu dis que c'est un seau, les prisonniers commencent à te battre. Ils commencent à te battre, mais non, il y a des seaux, alors que toi, tu ne sais même pas ce que c'est. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la prison, il y a une loi entre les prisonniers. Et donc, c'est à 2 h du matin que tu peux faire tes selles. Parce que effectivement, l'odeur embaume tout la salle, le truc de prison. Vous voyez les conditions? Et donc, il est à Mekwa. Si quelqu'un meurt, c'est une chaleur torride. Ils ont peint en noir pour concentrer suffisamment de chaleur. Non, tu n'as même pas la possibilité de tourner à gauche ou à droite parce que les gens sont, ils ont des maladies de peau, toutes sortes de maladies. À Mero, les prisons, ils ne sont jamais sortis. 15 ans, il y a 10 ans, 15 ans. Avec les gens dit non, non. C'est-à-dire que, avec béton, on n'est plus quoi. Avec béton, c'est-à-dire que quand tu vois, non, mais c'est incroyable. Vous voyez les images. Et donc, c'est ça. Alors, le chef de prison, lui, bon, il est le plus vieux, là. Lui, il reste à la porte. Donc, au cou. On trouve avec comme vite, il y a tout. Et là, encore, il y a certains
on vous force, c'est-à-dire ceux qui sont des chefs dans la prison, on la sort papané à me connaître nous voir. Et on peut y aller, et si tu ne le fais pas, on te bat. Mais c'est terrible, quoi. C'est terrible. Et quand quelqu'un meurt, mais la façon dont ils ont construit la prison, c'est des rectangles concentriques. C'est-à-dire, il y a une première rectangle, il y a une deuxième, un troisième. Donc, au tournant gauche, c'est 4 ou 5 années avant que les pénitenciers sont complètement dehors. Et donc, quand dans une prison, il y a soit quelqu'un meurt, etc., Mida sort, et il n'y a même pas moyen de les appeler. Donc, Mida va sort, et nous ne pourrons trouver je ne sais pas, la 4e ou 5e, comment on l'appelle, rectangle concentrique. Donc, ils ne veulent même pas venir ouvrir, parce qu'ils doivent ouvrir la première porte. Ensuite, ils rentrent à l'intérieur, ils doivent ouvrir la deuxième avant de rentrer dans la cour de prison. Ensuite, ils doivent aller ouvrir le 4e avant d'arriver même à la porte de la prison où il y a le problème. Donc, ils n'aiment pas le faire la nuit. Et donc, ils préfèrent laisser le cadavre jusqu'au petit matin avant de le sortir. Donc, des choses inimaginables qui sont en train de sortir. Donc, on ne peut pas... Alors, cette prison-là a été faite par l'esclavage. Et le régime togolais continue par l'utiliser pour terroriser les Togolais. Alors, un Alain Foka qui vient nous parler du panafricanisme, vous voyez la contradiction. Et qui ne parle pas de la situation des Togolais. Il ne parle pas de leur souffrance. Il préfère être conseiller de fort, se retrouver toujours derrière lui, ou de Doucet, ou de tous ces gens-là, profiter de l'argent des Togolais et parler aux Africains du panafricanisme. C'est un mépris. C'est de la méchanceté gratuite, c'est de l'arnaque intellectuelle. Et donc, j'invite les Togolais vraiment à lever le bouclier contre lui. S'il veut faire du panafricanisme, qu'il commence par le Cameroun et qu'il se débarrasse de leur dinosaure là qui a 93 ans ou 80, je ne sais combien de temps, qui veut encore un 7e mandat, et bien qu'il aille appliquer ça. Et si ça marche là-bas, ben les Togolais vont le répliquer. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin d'Alain Foka, on n'a pas besoin de son Mansa, on n'a pas besoin de cette turpitude, cette façon de tromper les Africains et d'exploiter les Africains en s'appuyant sur des dictatures. Voilà ce que je veux dire sur le sujet. Si vous avez des questions, des éléments d'éclaircissement, je peux vous les apporter. Merci. Ok, merci beaucoup. J'ai une question pour vous. Ok, on y va. En fait, j'aimerais lui poser la question concernant ce que le monsieur vient de dire. C'est-à-dire que les partis politiques au Togo ne voient pas les inconvénients de la politique que mène Faure Gnassingbé jusqu'à présent, 20 ans déjà, 20 ans. Est-ce que ces partis-là ne savent pas que nous ne gouvernons pas notre pays, que c'est les étrangers qui prennent nos places? C'est ça ma question. Ben, les partis politiques, en tout cas les partis politiques d'opposition le savent si bien. Et je pense qu'ils font de leur mieux pour pouvoir dénoncer. Mais le problème, c'est que le Togo est une dictature féroce. Et dans une dictature féroce, le parti politique en tant qu'instrument n'est pas efficace. Il faut le savoir, le parti politique est efficace dans un écosystème démocratique. Parce que ça fait partie des institutions politiques du pays et reconnu comme tel. Et donc, quand les partis politiques posent un acte ou critiquent, le gouvernement écoute et prend en compte leurs propositions ou leurs critiques. Parce que, eh bien, ces partis politiques-là, à travers le système électoral, eux aussi sont appelés à gouverner le pays. Ici, les partis politiques sont quelque part eux-mêmes contrôlés ou du moins enchaînés par la loi d'abord
Parce que s'ils sortent du cadre de la loi, on les interdit, on les jette en prison. Il y a un leader de parti politique, il s'appelle Auré Dimon, qui a fait juste une critique. Comme quoi, je crois que c'était sur le 27 avril, comme quoi le régime togolais tue, blesse les Togolais, a porté une critique sur une radio. Il a fait plus de 2 ans de prison. Un leader de parti politique qui a normalement la liberté de pouvoir critiquer un parti légalement constitué. On l'a mis en prison pour 2 ans. Donc vous comprenez, alors les instruments des partis politiques, c'est quoi? C'est des moyens pacifiques. Donc la critique, les conférences de presse, les manifestations, mais ça doit être manifestation aussi sans violence, sinon vous êtes interdit de faire des manifestations. Le cas togolais, les manifestations même sont interdites, ou du moins on ne leur permet pas de manifester, donc les espaces de liberté sont réduits. Et enfin, la seule façon pour que le parti politique puisse faire changer les choses, c'est de faire pression sur le régime à travers ces manifestations pacifiques. Alors, il est obligé de dialoguer pour arriver à un accord. Et cet accord doit être, c'est des accords pour faire des réformes, pour changer je dirais, la structure ou la nomenclature de dévolution du pouvoir qui sont les élections. Alors qu'au Togo, on a bloqué tout le système depuis le découpage électoral jusqu'au fichier électoral, sans parler de tout le processus de fraude jusqu'à la proclamation de résultats au niveau de la Cour constitutionnelle et tout ça. Et quand tu contestes, on te dit, bon, c'est rejeté. Et d'attendre encore 5 ans. Alors voilà. Donc moi je pense qu'on ne peut pas, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ce que nous devons retenir, c'est que les partis politiques tels que constitués ne sont pas l'instrument efficace pour pouvoir déboulonner ce régime. Il faut trouver un autre cadre de lutte, de résistance contre ce régime. Et lorsqu'on aura dégommé ce régime, là, on crée les conditions, les lois nécessaires pour que les partis politiques puissent exercer librement et de façon à ce qu'ils puissent aussi compétir pour prendre le pouvoir sur la base des programmes et aussi de leurs idéologies politiques. Pour l'instant, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Et donc, quand on revient à accuser les partis politiques, c'est parce qu'on croit que la façon dont ils sont constitués, ils ont le pouvoir. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est des élections. Il n'y a pas de parti politique qui ait pu prendre le pouvoir sans les élections. C'est le seul moyen pour un parti de prendre le pouvoir légalement. C'est les élections. Mais si ces élections sont bloquées, eh bien, on va vous avoir sur ce qu'on appelle l'usure du temps. C'est-à-dire, tu vas aux élections 5 ans, on va dire, on ne vous proclame pas, vous attendez un autre 5 ans, on fait la même chose, 5 ans, et c'est ce que nous faisons depuis une trentaine d'années. Alors, moi, je pense que la leçon qu'il faut tirer, c'est que nous sommes en guerre contre un régime de dictature, mais les instruments que nous avons pour lutter contre ce régime-là ne sont pas adaptés. Donc, il faut repenser nos instruments, inventer d'autres instruments, d'autres structures qui vont absolument nous aider à pouvoir mettre fin à chasser, faut assigner son régime. Et c'est à partir de là que les partis politiques peuvent fonctionner peuvent fonctionner librement et également dans leur capacité. Pour l'instant, ils sont réduits, ils sont réduits. Et la seule façon, c'est de mobiliser les militants. Mais ça ne veut pas dire que les partis politiques ne sont pas à ce point-ci dans le cas du Togo. Et ça ne veut pas dire que les partis politiques sont inutiles, non. Parce que au moins, avec le cadre, bien qu'ils sont pas suffisamment efficaces, au moins c'est un cadre pour pouvoir continuer par avoir le contact avec les populations, pour pouvoir parler aux populations. Mais c'est insuffisant. Derrière ça, il faudrait qu'on s'organise en tant que diaspora pour construire un rapport de force nécessaire en appui à la dynamique du terrain pour pouvoir chasser ce régime. Et on l'a vu ailleurs, hein? On l'a vu par exemple, il y a l'ANC en Afrique du Sud, il y avait l'ANC pacifique qui faisait des manifestations, qui protestait, qui faisait de la résistance sur le terrain.
Mais il y a une branche de l'ANC, on ne peut pas dire tout ici pour ne pas enfreindre les lois de TikTok, mais il y a une branche de l'ANC qui s'est organisée, qui a construit un rapport de force nécessaire en appui à la dynamique du terrain, qui a fait en sorte que la peur a changé de camp, ça a imposé des négociations et ça a abouti, n'est-ce pas, à la fin de l'apartheid. Donc à chaque lutte, il faut analyser la lutte, voir nos forces et nos faiblesses, voir ce qu'utilise l'ennemi et sortir des stratégies, construire une stratégie adéquate pour que le rapport de force soit équilibré ou soit renversé. Et on l'a vu en Algérie, on l'a vu au Zimbabwe, on l'a vu dans différents pays de résistance. Donc, en fonction de la nature de la bête, on définit l'arme qu'il faut. Et donc, de ce point de vue, j'invite les Togolais à réfléchir, les Anglais disent out of the box. C'est-à-dire qu'on ne reste pas dans cette logique et trop étriquée, comme quoi, avec les partis politiques, on a l'instrument nécessaire pour développer ce régime. On l'a pas. On a fait 27 accords depuis 90 pour amener le régime à implémenter ces accords, pour que ces accords permettent justement de pouvoir faire en sorte que le cadre électoral ou le cadre politique soit assaini, pour permettre l'alternance par les élections, par le vote. On a vu que c'est une chimère, ça ne va jamais arriver, d'une certaine manière. On a fait des manifestations cadrées, pacifiques, d'un point A à un point B, on a vu toutes ces limites. On a fait une grève générale illimitée de 9 mois. Là aussi, ça n'a pas changé je veux dire, la cruauté de ce régime. Donc, ils sont insensibles aux moyens pacifiques. À partir de là, il va falloir peut-être réfléchir autrement pour construire le rapport de force nécessaire de mon point de vue. Voilà, c'est pourquoi nous, au niveau de pyramide, on parle d'un triptyque. Le premier, c'est la rupture. Il faut penser et acter la rupture. La deuxième chose, on ne peut pas faire de rupture sans la pensée rebelle. C'est-à-dire en remettant en cause, en se révoltant contre cet autoritarisme, ces lois scélérates imposées qui sont au service du régime de dictature. Et la troisième chose, toute cette révolte doit amener à l'émergence de l'État légitime, c'est-à-dire l'État des Togolais eux-mêmes, pour se retrouver ensemble et construire un cadre de bien-être et du vivre ensemble avec des lois qui vont s'appliquer à tous les Togolais, quelle que soit leur origine, leur sexe, leur provenance, leur religion, leur philosophie, quoi que ce soit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc nous avons une responsabilité à trouver la bonne formule pour affaiblir ce régime. Mais la démocrature telle qu'on l'a imposée et qui nous fait croire que bon voilà, on va prendre le pouvoir facilement par les élections, on se trompe. D'ailleurs, il n'y a même plus d'élections présidentielles avec la nouvelle constitution qui établit Fagne Assingbe président à vie. Il ne va pas même pas se soumettre aux élections. Il est d'emblée, il a tous les pouvoirs consacrés dans ses mains. Il n'a même pas de compte à rendre au Parlement, mais lui peut dissoudre le Parlement. Et on a vu depuis les statistiques, depuis 92 jusqu'à ce jour, le RPT a toujours gagné toutes les élections. Je crois qu'on en a fait 7 ou 8 élections législatives. Le RPT a toujours gagné toutes ces élections-là. La seule fois qu'il a perdu que de 2 voix. Mais c'est dans des conditions de révolte sociale, de résistance, mais aussi parce que l'année d'avant, l'opposition, après 9 mois de grève, a concédé la présidence à Yadima. Et donc, il fallait aussi qu'il lâche un peu qu'il lâche un peu qu'il soit tout un petit peu aussi indulgent. Et donc, ça l'a amené à accepter que l'opposition le bat de 2 voix. Mais très rapidement, il a repris encore la majorité en tuant un député. Il s'appelle Gaston Aidé, il a été brûlé dans sa voiture, en achetant l'autre qui s'appelle Moumouni. Il a acheté et donc ils ont repris la majorité. Alors sur 30 ans, le RPT Uni a toujours gagné toutes les élections et les élections législatives. Comment on peut, à partir de là, nous dire que dans ce pays-là, il y a un régime parlementaire qui permet aux partis d'opposition d'avoir la majorité? Ça ne va jamais arriver. Donc, il faut réfléchir à une mécanique, à une stratégie
de force, de construction de force pour pouvoir inverser le rapport de force, la terreur, et de façon à ce que ce régime-là perde le pouvoir. Ok, merci beaucoup. Bon, en fait, pour terminer, moi je résume que on n'a que deux solutions. Soit par voie pacifique ou soit par voie de force. Et si ça doit être par voie de force, moi j'invite et je demande à nos forces armées de prendre leurs responsabilités. Au cas où ils ne le font pas, ils vont nous trouver sur leur chemin. Parce que nous n'allons pas continuer à laisser le pays comme ça. Nous devions tous prendre nos responsabilités. Et c'est ça qui nous incombe. Nous devons trouver une solution pour le Togo. Ça, c'est obligatoire. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Ouais, bonsoir, monsieur. D'accord avec toi, l'armée disait responsabilité. On a vu, ça s'est passé au Mali, au Burkina et au Niger. Eh bien, l'armée togolaise appartient au peuple togolais. Et donc, quelque part, l'armée de l'article de la Constitution le dit, c'est une armée républicaine, son autorité, elle est apolitique, son autorité vient de cette Constitution. Donc, c'est vrai que Faure a essayé de claniser l'armée, de l'utiliser comme un épouvantail, et même l'armée même souffre. C'est-à-dire que les violations des droits de l'homme dont on parle, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe au sein de l'armée. Dans l'armée, on te fait disparaître, on te tue. C'est-à-dire que c'est encore terrible. Donc, c'est la terreur de la terreur au sein de l'armée. Et donc, le Togo n'a pas réellement une armée. Hein. C'est un groupe de personnes qui ont droit de vie et de mort sur les autres militaires, qui n'ont pas d'armes, qui sont mal payés, mal nourris, alors qu'on vient de voter une loi de programmation militaire de 700 milliards. Écoutez bien, 700 milliards. Même nos soldats sont mal équipés, sont mal nourris. Quand ils sont tués, au fond, eh ben, leur famille ne reçoit pas les indemnités nécessaires, ni les honneurs nécessaires. Et donc, on exerce sur la même une violence incroyable. Incroyable, de façon à ce que, eh ben, ces pauvres militaires, il n'y a pas de, comment on l'appelle, d'organisation des droits de l'homme qui fait des enquêtes. D'ailleurs, on a vu comment un officier, là, Madjoub, a été égorgé, tué, sans même qu'on ne sait les tenants, les aboutissants de cet assassinat crapuleux. Imagine, ça arrive à un militaire de haut rang. Un militaire, un officier de haut rang. Imaginez un soldat. Ben, eux, ils disparaissent, on les tue. Donc, la terreur au sein de l'armée, il va falloir qu'on dénonce ça aussi. De façon à ce que cette armée, à un moment donné, puisse appuyer surtout ceux qui quittent, ceux qui fuient, se constituer et appuyer le peuple togolais à un moment donné pour que la minorité qui fait la terreur, qui fait la violence, qui utilise la terreur comme élément inouï pour que les autres, tout le monde ait peur, il va falloir les neutraliser. C'est pourquoi moi je suis convaincu que la libération du Togo va passer par une confrontation à un moment donné. Pour pouvoir neutraliser cette minorité au sein de l'armée qui, parce qu'ils sont rendus milliardaires, ces généraux et tout ça, ils utilisent un groupe de miliciens au sein de l'armée pour pouvoir terroriser l'ensemble des autres militaires. Ces militaires-là, c'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nos enfants. On ne peut pas permettre qu'on traite un Togolais de cette façon, alors qu'ils sont incapables même de faire la résistance. On a vu, il y a eu des moments où quand ils ont été confrontés avec des gens qui sont des forces extérieures, on a vu comment ils ont fui. Ils n'ont pas pu résister. Ils n'ont pas pu résister devant des feux extérieurs. Donc ils n'ont pas cette capacité de feu, cette capacité de résistance. Non, ils ne l'ont pas.
Ils n'ont pas, mais ils ont une capacité de terreur sur les populations, sur les femmes, sur les enfants. Mais quand ils rencontrent garçons, il faut voir comment ils déguerpissent. Il y a comment on l'appelle, l'officier responsable du FIR. Avant, on l'appelait FIR, c'est ça qui est devenu BIR. Mais en 94, quand Adido Gomé a été attaqué, eh ben, ils ont dit qu'ils ont été déroutés par le feu. Ça, c'est l'officier même qui dit, hein, ils ont été déroutés par le feu de l'ennemi. Alors qu'ils sont les forces d'intervention rapides. Ils n'ont pas pu quitter Accra pour venir à Adido Gomé. Alors que le nombre de personnes qui sont venues à Adido Gomé était qu'une dizaine. Ceux qui tenaient Adido Gomé, le camp d'Adido Gomé, il n'était qu'une dizaine. Aucun militaire n'est sorti du camp d'Adido Gomé jusqu'au petit matin. Leur colonel, il s'appelait Nabédé. Nabédé était venu à l'église catholique. L'église catholique d'Adido Gomé. C'était au mois d'octobre. C'est un chrétien. Donc il est venu prier. Quand les premières détonations ont commencé, qu'est-ce que Nabédé a fait, le colonel Nabédé? Il est rentré chez les prêtres. On lui a mis une soutane. Nabédé est resté dans la soutane jusqu'au petit matin. Donc c'est pour vous, je vous donne quelques éléments pour vous faire comprendre que ces gens-là, ce n'est pas des gens qui sont capables de faire de la résistance. Non, parce que beaucoup d'entre eux sont des militaires formés, des militaires qui ont une conscience, mais le système qu'on a mis pour les dominer, pour les écraser, c'est un système tellement violent que ça les désarme. Et d'ailleurs, ils n'ont même pas d'armes dans leur truc, ils n'ont pas de munitions dans leurs armes. Et donc, tout ça fait en sorte que le jour où le peuple togolais va réussir à inverser le rapport de force, vous allez voir les témoignages, vous allez voir comment tous ces militaires aussi seront libérés. Et ça s'est déjà passé. Puisqu'en 90, lorsque le peuple s'est révolté, eh ben, il y a eu une partie de ces militaires ils ont créé une association qu'on appelle AMD, Association des militaires démocrates, parmi lesquels il y avait des officiers, des soldats. Vous ne pouvez pas imaginer que la Grande Muette avait une certaine, comment on l'appelle, une certaine fierté, ils étaient très heureux de voir le peuple se soulever. Et les premières revendications étaient pour les militaires togolais. Donc, leurs salaires ont été revalorisés, leurs conditions, un certain nombre de choses. Et c'est Kofigo qui avait pris ces ordonnances-là pour revaloriser le militaire togolais. Et on a vu comment également ils ont protégé, une partie de ces militaires ont protégé comment on l'appelle, le gouvernement de transition. Donc, c'est pour vous dire qu'ils ne sont pas complètement en dehors. Ils nous écoutent. Ils nous portent dans le cœur, mais ils sont désarmés pour la grande majorité. Maintenant, c'est la petite minorité là qui sont armés jusqu'aux dents et qui utilisent des moyens de terreur. Mais dans un rapport de force, équilibré, eh ben cette minorité là ne pourra qu'aller protéger Fort Yacimé. Et c'est plus proche. Ils n'ont pas la capacité de protéger tout le Togo. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, ils ont des failles. Il suffit seulement qu'on étudie ces failles-là et on est capable de renverser le rapport de force. Et donc, ça prend des gens, ça prend des Togolais courageux pour dire les choses et pour les assumer aussi et également construire ce rapport de force nécessaire. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi que, effectivement, ça va se faire par la force, pacifiquement, oui, parce que le peuple soulevé, mais il faut, à quelque part, à côté de ce peuple, les mains nues, qui fait une lutte pacifique, il faudrait qu'il y ait une partie des militaires qui leur apportent leur appui pour pouvoir neutraliser cette minorité, ce groupe qui vont semer la terreur en tablant sur leurs armes qui vont tirer. Mais quand ils tirent et qu'ils savent qu'il y a des ripostes, eh bien tout le monde peut mourir. Et quand ça tire dans tous les sens, chacun met sa vie en danger. Le problème, c'est que eux ne veulent pas mourir. Parce qu'ils ont tellement accumulé de la richesse que la mort pour eux, c'est encore très dur. Mais le peuple qui est déjà dépouillé de tout, eh bien, sa vie n'est pas, c'est-à-dire, en termes de courage et de détermination, nous, on est déjà morts. Eux, ils veulent sauver leur vie. Donc déjà, dans le rapport de force de confrontation, ils sont perdants psychologiquement au départ. Étant donné qu'ils ne veulent pas mourir, quand ils voient que les choses vont s'inverser, c'est eux qui fuient. Et c'est pourquoi vous allez voir que dans tous les pays où les dictateurs voient que le rapport de force n'est plus à leur faveur, ils prennent le premier avion, ils s'enfuient. Et c'est ce qui va arriver au Togo, puisque la richesse accumulée par Fort Yacimé est tellement importante
qu'il n'est pas con pour pouvoir se faire tuer. Il veut sauver sa vie, il aime la vie. Il aime la vie. Il n'a jamais souffert dans sa vie. Il est né cuillère de, comment on appelle, cuillère d'or à la bouche. Et donc, il n'a jamais souffert à quoi. Et donc, le jour où il va être confronté à ça, quand on a établi ce qu'on appelle un portrait psychologique de Faure Gnassingbé, il n'est pas du tout résistant. C'est un peureux, un gros peureux. Mais tout ce qu'il a appris, c'est la cruauté. On lui a dit, si tu veux garder le pouvoir, sois impitoyable. Et les Togolais vont être à plat ventre devant toi. C'est pourquoi il garde Kwacha Gnassingbé à prison. En gardant Kwacha, eh ben, il fait peur à tous les enfants de Yadema, il fait peur à tous les Kadiens. On dit, ah, s'il a pu mettre son frère, toi, la vérité va t'arriver. Et tout le monde est à plat ventre. S'il maintient Omolou en prison, impitoyablement, il fait peur à la diaspora. Donc, il utilise des méthodes machiavéliques pour faire peur. Mais en réalité, lui-même, il a une psychologie très faible et il ne peut pas être confronté. On ne peut pas le confronter. C'est-à-dire qu'il ne peut pas assumer une confrontation. Un dernier élément, il est venu aux États-Unis. C'était dans les années 2018. Et il fuyait. Il fuyait. Il était rentré dans un building. Les manifestants étaient devant. Et puis, on l'a fait passer par derrière. Et il rencontre un groupe de Togolais manifestants. Mais il fallait le voir. Il n'avait que 2 ou 3 gardes de corps. Il fallait le voir. Il avait eu la trouille de sa vie. C'est-à-dire que c'est là où on a vu que le monsieur est vraiment, c'est un flemmard. Un gros flemmard. Mais il est protégé par il est protégé par les moyens importants que son papa a accumulés et l'héritage qu'il a eu, et c'est qui fait de lui un enfant gâté. C'est pourquoi il joue avec les emblèmes du Togo comme un jouet. Vous voyez, et quand on touche ce jouet-là, c'est comme si, bon, on lui enlève un jouet, il crie, il pleure et tout, il s'entoure de femmes, il fait la vie, il est à Milan, il va suivre des opéras, il va dans les boîtes de nuit, le Togo n'est pas gouverné, mais bon, voilà, il joue, c'est un enfant qui joue dans un jardin, alors qu'entre-temps, c'est la vie des 8 millions de Togolais qui souffrent et qui est en danger. Donc voilà ce qu'il va falloir, quelque part, mettre de l'avant dans la construction de ce rapport de force. Et moi, je considère que la jeunesse togolaise est capable. Il suffit seulement de donner les éléments nécessaires pour pouvoir avoir cette conscience, cette révolte. Et c'est Karl Marx qui le dit. Il faut chanter aux masses pétrifier leurs propres chansons pour les mettre en mouvement. Donc il s'agit de mettre en mouvement le peuple togolais. C'est ce que vous faites si bien. C'est pourquoi moi je félicite tous les tiktokers, la marraine, Dissoro, tous ceux qui éveillent la conscience humaine, la conscience de ces Togolais. Donc la communication est très importante. L'autre élément, je cite encore Karl Marx qui dit qu'il faut rendre l'oppression plus oppressive en ajoutant à l'oppression la conscience de l'oppression. Vous voyez? Et donc quand vous êtes oppressé et que vous avez la conscience de cette oppression-là, ce qui arrive, c'est que vous vous révoltez, vous vous indignez. Et dans cette colère, il y a une énergie qui est libérée. Et un peuple est puissant quand il libère son énergie de colère. Le dictateur ne peut rien face à un peuple déchaîné. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut préparer, n'est-ce pas, cette révolte contre ce régime en s'assurant des moyens conséquents pour pouvoir neutraliser ceux qui voudraient utiliser la terreur, la violence et la mort pour que ce peuple-là recule et qu'il laisse le boulevard pour le dictateur. Ok, merci beaucoup. Merci. Monsieur Pyramide, avant de vous laisser partir... Attends d'abord. Il y a monsieur... J'ai une chose à... Oui, je n'ai pas refusé, mais il faut attendre. Edissé va prendre parole d'abord. Après, tu vas faire le truc là. Monsieur Edissé, bonne arrivée.